Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13 à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel. Cette année, le Père Noël a le cœur lacrymogène. Pour des millions d'oubliés, les fractures républicaines. Cette année, le Père Noël a la hotte qui sent l'automne. Quand il descendra du ciel, mettra-t-il un gilet jaune? Là, pour moi, il y a une division entre la classe politique et nous, la population. Cette année, le Père Noël, lui aussi est en colère. Vient poser son grain de sel, ses souliers dans nos misères. Liberté, égalité, fraternité dans le dos, moi j'ai pas d'âge. C'est vraiment humiliant pour le peuple. Fin du monde et fin de mois. Chronique ouvrière par Anne-Françoise, Jean-Pierre et Caroline. Jaune, une couleur, un symbole, une histoire, des histoires au pluriel. Après le colloque des 16 et 17 novembre 2022 à Bordeaux sur les gilets jaunes, de la valse des ronds-points au cahier de doléances, il nous a semblé intéressant de revisiter des symboliques utilisées comme la couleur jaune. Cette couleur tout au long de l'histoire n'a pas toujours rencontré le même succès et la même signification. Comme on dit, les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs ont aussi une histoire, selon un sondage US de 2017, et avec une stabilité permanente dans l'époque dite moderne, c'est la couleur bleue qui est plébiscitée, par 45 à 50% des sondés. Puis vient le vert, entre 15 et 18%, le rouge autour de 12%, le noir 8 à 10%, le reste se répartissant entre les autres couleurs, voire le livre des travaux d'Eva Heller, 1948-2008, sur la psychologie de la couleur. Nous aurons donc une approche dans cette nouvelle chronique ouvrière à la fois esthétique, symbolique et historique. Pour cela, on s'appuiera sur les travaux d'historiens de l'art comme Michel Pastoureau, d'historiens comme Yves Sternel ou de linguistes comme Maurice Tournier, et d'observations ou réflexions sur le thème. Constat étant, cette couleur fut attribuée de manière négative aussi bien par le mouvement ouvrier que par les États dans l'histoire, l'utilisant pour alerter, attirer l'attention, rejeter, inquiéter, ostraciser. Et nous pouvons faire référence à l'étoile juive ou à la rouelle, symbole d'exclusion d'une population. On peut noter que l'utilisation de cette couleur a été adoptée par les Gilets jaunes. En effet, cette population se considérait alors exclue de la société. Elle a utilisé cette couleur comme un signal de sa détresse profonde et un signal d'alerte. Comme quoi les mythes ont la vie dure et plongent leurs racines au plus profond des habitudes de nos civilisations occidentales. Les habitus en référence à Pierre Bourdieu, 1920-2002, grand sociologue. Et maintenant, parlons de l'histoire d'une couleur. Parler d'une couleur sans citer les livres de Michel Pastoureau relève de la faute de goût et de l'amateurisme. Voilà qui est fait. Après avoir consacré des ouvrages au bleu, rouge et vert, le grand spécialiste du symbolisme des couleurs a publié en 2019 un ouvrage traitant de la couleur jaune abondamment illustré. Véritable histoire sociale des sciences, de la mode, du vocabulaire, sans oublier les mythes et croyances dans les sociétés européennes de l'Antiquité à nos jours, en passant par le Moyen-Âge et les temps modernes. Cette couleur s'est dévalorisée au fil des temps. Alors qu'elle occupait une grande place chez les Grecs et chez les Romains, le jaune a commencé à se dévaluer au Moyen-Âge. Le jaune est alors vu comme une couleur ambivalente. Mauvais jaune, la couleur des hypocrites, de Judas et de la synagogue, et le bon jaune, celui de l'or, du miel et des blés mûrs, mais aussi l'étoile jaune, sans oublier les angoisses autour du péril jaune et ses invasions supposées. Aujourd'hui, le jaune a une place assez restreinte dans notre quotidien, même si un certain nombre d'éléments l'ont tout de même remis sur le devant de la scène. Le maillot jaune du Tour de France, certains peintres fauves, les vacances, les taxis new-yorkais, les boîtes aux lettres et bien sûr, les gilets jaunes, qui ont à travers cette couleur interpellé comme autant de SOS colorés de leur situation de détresse un retournement de stigmate. Nous verrons ce que cela signifie plus bas. Nous vous proposons une anecdote
Découverte au cours de ses recherches sur l'origine de l'utilisation de la couleur jaune par la poste et les taxis new-yorkais. À la fin du Moyen-Âge, une famille de petits seigneurs lombards dont on trouve la trace dès le VIe siècle, les Turn und Tassi, met en place un système de courrier et une organisation postale efficace. L'héraldique de la famille utilise un corps de chasse sur fond jaune, des couleurs visibles de loin. Par la suite, devenus des barons allemands, ils vont se charger de transmettre les courriers officiels, puis inspirer et organiser la poste européenne au XVe et XVIe siècle. À la fin du XVIIe siècle, en Allemagne, ils sont les premiers à utiliser, avec leur réseau de relais de poste, les ancêtres hippomobiles de nos taxis modernes. Ces taxis sont peints ou reconnaissables à la couleur jaune. Le corps de chasse se trouve comme symbole de plusieurs postes dans le monde. Le jaune, cette couleur que nous retrouvons aujourd'hui encore comme le signe distinctif de ces deux professions. Fin de l'anecdote historique, merci Caroline. Nous le verrons dans la partie consacrée au syndicalisme jaune, cette couleur reste associée aux idées de mensonge et de trahison. Peu de partis politiques, d'associations l'utiliseront ou alors l'assumeront. Alors, on connaît le mouvement 5 étoiles en Italie, les Gilets jaunes, on vient d'en parler, revendiquant ainsi une rupture, un refus des codes dominants. Mais avant cette histoire, un léger détour par la linguistique. Laissons la parole au linguiste Maurice Tournier, qui, dans un extrait de son livre « Propos d'étymologie sociale », son tome 1, des mots sur la grève, nous dit « Rassemblés autour de l'idée toute simple que la langue est d'abord un produit social héritier des conflits dans lesquels elle s'est trouvée à la fois militante, médiatrice et dépositaire, sollicitée par les dimensions sociales, celui de la grève. À la limite, l'incertitude de la désignation, association, grève, tendrait à faire oublier les enracinements du vocabulaire au cours des représentations sociales et à faire croire aux définitions minimales et abstraites des dictionnaires. Or, il paraît clair aujourd'hui que le mythe d'une langue qui serait neutre a définitivement vécu. Les mots ne sont pas grains de sable sans poids dans le vent de l'histoire. Ils sont le vent et l'histoire. On pourrait ajouter que la couleur représente le fond de l'air, qui n'est pas toujours rouge comme le filmait Chris Marker, 1921-2012, dans son film, le fond de l'air est rouge, reprenant les événements de la période des 60s où de la Révolution était à l'ordre du jour. Histoire et mouvement ouvrier, le syndicalisme jaune. Alors le syndicalisme jaune, entre guillemets, syndicalisme jaune, connu également sous les appellations de mouvement jaune, syndicat jaune, les jaunes ou droite prolétarienne, c'est les différents qualificatifs, est un mouvement syndicaliste français connu également sous cette dénomination dans d'autres pays, tant francophones qu'anglophones, Yellow Unions, et en Italie aussi, I Gialli. Cette forme de syndicalisme, constituée en opposition aux syndicats rouges, c'est-à-dire socialistes ou communistes, refuse certains modes d'action comme la grève et l'affrontement avec le patronat. Pour les grévistes, les jaunes sont les non-grévistes, désignant les traîtres. Parlons maintenant de la création des premiers syndicats jaunes. C'est en septembre-octobre 1899, après les grandes grèves du Creusot dans l'usine de Schneider et compagnie. Le 7 octobre de la même année, la sentence arbitrale est signée par Pierre Waldeck-Rousseau, président du Conseil, qui autorise la création de syndicats ouvriers à l'initiative de leur employeur. Eugène de Schneider impulse ainsi la création le 29 octobre 1899 du syndicat des corporations ouvrières du Creusot et de ses dépendances, d'après le préfet de Saône-et-Loire de l'époque. Ce nouveau syndicat, formé à l'instigation de l'administration des usines, n'est composé que d'ouvriers favorables au patron et n'a d'autre but que d'entraver l'action du premier syndicat, organisé après la première grève dans un but d'émancipation ouvrière, dixit le préfet de la Saône-et-Loire de l'époque. Voyons maintenant ce qui est à l'origine du qualificatif et de l'emploi du mot jaune. L'historien local René-Pierre Parizet attribue la dénomination jaune à la couleur locale où le syndicat jaune du Creusot tient sa permanence. D'autres le situent à Montceau-les-Mines. Et maintenant, Caroline vous propose une anecdote.
C'est dans cette ville que fut donné le signal de la révolte des ouvriers indépendants contre les Rouges. Ils se réunissaient au café de la mairie, à Monceau-les-Mines, et leur groupement portait le nom de syndicat numéro 2. Effrayés, furieux de ce qu'ils considéraient comme une trahison, les Rouges résolurent de châtier ceux qui voulaient travailler, et pour ce faire, ils vinrent faire le siège au café de la mairie. Ce fut une émeute. Quand ils furent débloqués par les charges de la police, les assiégés, qui n'avaient pas le choix des matériaux, remplacèrent tant bien que mal les carreaux cassés par des feuilles de papier jaune dont ils avaient un stock. Ils étaient baptisés. Les Rouges, par dérision, appelèrent le siège social des indépendants qu'ils avaient saccagé « syndicat jaune ». Depuis cette époque, nos organisations se parent orgueilleusement de l'épithète décrochée en pleine bataille. Notre insigne est le genêt, celui des Rouges l'églantine. Cette version est reprise telle qu'elle par de nombreuses publications postérieures. L'historienne Michèle Perrault relève toutefois que l'adjectif de jaune était déjà utilisé en 1897. De même, le lexicologue Maurice Tournier, qu'on a cité un peu plus haut, explique cette dénomination par la symbolique ancestrale de la couleur jaune et par, je cite, l'aptitude que possède jaune à fonctionner de manière adversive avec d'autres couleurs déjà politisées, en l'occurrence le rouge. Il raconte notamment que certains antigrévistes du Creusot qui, retranchés dans l'usine, étaient ravitaillés avec de la charcuterie, étaient surnommés les saucissons, un surnom qui ne pouvait pas se propager aussi efficacement que jaune. Maurice Tournier estime surtout que le succès de l'appellation jaune s'explique par une inversion connotative volontaire, ce que la sociologie nomme un retournement du stigmate. C'est aussi l'analyse de l'historien Zev Sternel. Invoquant l'exemple des croquants, des sans-culottes, des communards et des gueux, selon les circonstances, les briseurs de grève du Creusot revendiquent hautement l'épithète injurieuse. Ce que confirme la création officielle d'une Fédération nationale des jaunes de France et des colonies, fondée le 1er avril 1902, ce n'est pas un poisson, son existence, elle, s'achève en 1912. Fondée par Paul Lanoir, boulangiste hostile à la lutte de classe et au bolchevisme, puis par Pierre Bietri, un transfuge de gauche qui est le grand-père maternel de Pierre Salinger, journaliste et porte-parole de John Fitzgerald Kennedy. Le mouvement d'origine est profondément antisémite et d'extrême droite dès sa création. Paul Lanoir affirme son slogan dès mars 1902 qui se résume en 3 mots. Patrie, famille, travail. Les termes que reprendra la devise du régime de Vichy dans un autre ordre, l'ordre nouveau sûrement, on voit la filiation. Selon Pierre Bietri, lui-même, dans son ouvrage « Le socialisme et les jaunes », son but est de réaliser la renaissance nationale en créant la réconciliation des classes sur un programme de justice sociale. Dans les faits, ce mouvement s'oppose vigoureusement au mouvement socialiste et il cesse d'y faire référence en 1904. Il est alors soutenu par les nationalistes jusqu'à certains organes radicaux qui pensent tenir là une force nouvelle capable de faire face à la gauche marxiste. Financièrement, il est soutenu par de grands industriels tels Gaston Japy, le duc d'Orléans ou la duchesse d'Uzès. Présent dans l'Est, le nord de la France ou à Paris, on estime que le mouvement a atteint les 100 000 adhérents. Extrêmement violent, le mouvement jaune rêvait en 1909 de clouer la charogne de Jaurès vivante contre une porte. Et maintenant, les jaunes après 1945. Les syndicats héritiers des jaunes sont dispersés et changent souvent de nom. Confédération générale des syndicats indépendants, CGSI, Confédération française du travail, Confédération syndicale libre, Union française du travail, etc. D'une manière générale, les jaunes ont rejeté toute référence au fascisme, mais continuent à montrer une opposition frontale à la gauche et à la CGT. Cependant, selon leur pratique de cogestion, il leur arrive de cogérer des comités d'entreprise avec la CFTC, la CFE-CGC, voire la CFDT. Aujourd'hui, l'expression syndicat jaune
est le nom donné par les syndicats appelant à la grève à ceux qui n'y appellent pas, accusés d'être opposés au conflit de classe et d'être conciliants avec le patronat. Ces accusations sont formulées par exemple lors d'un appel à ne pas faire grève lorsque la plupart des autres syndicats y appellent, ou lors de la signature d'accords de branche auxquels la plupart des syndicats sont opposés. On pense à la CFDT bien sûr, qui récemment a signé un accord dernièrement sur le dos des grévistes des raffineries. C'était il y a un mois. Individuellement, un jaune peut aussi désigner un travailleur engagé par un patron pour briser une grève, ou lors d'une grève, un travailleur qui compromet son efficacité en refusant d'y participer. Voilà pour les syndicats jaunes, mais cela ne règle pas la couleur des gilets, comme on va le voir. Et pourquoi les gilets jaunes ? Ça n'a rien à voir, cette histoire de syndicalisme jaune, quoique la symbolique des gilets jaunes, c'est plutôt une forme de retournement du stigmate, comme on vient de le dire tout à l'heure, et comme on emploie ce terme en sociologie. Porter le gilet jaune, c'est manifester sa détresse individuelle et collective, un appel au secours avant le naufrage. Le gilet jaune est bien ce signal d'alerte adressé à un régime et ses institutions qui semblent rester sourdes pour des raisons multiples et parfois contradictoires à leur souffrance. Un signal d'alerte apolitique. En ce sens, il rappelle le fantasme des syndicats jaunes niant la lutte des classes au profit d'une supposée entente entre les forces du capital et le monde du travail. Le mouvement des Gilets jaunes repose sur l'innocence et l'apolitisme vis-à-vis de ce pouvoir. Nulle contestation dans les premières manifestations du début, acceptation de l'autorité, de la police, de la justice et aucune critique du système capitaliste. Pourtant, très vite, les manifestants vont subir et comprendre la réalité et la question sociale. Tout en refusant la politique, ils vont se politiser. En cela, ils diffèrent du syndicalisme jaune et leur radicalité parfois désordonnée, leur volonté d'indépendance et le manque de coordination va permettre la division de la population, la manipulation médiatique et ouvrir la répression du pouvoir tout en renforçant le désir d'y répondre en maintenant les manifs, l'occupation des ronds-points et parfois la jonction avec le mouvement ouvrier au nom de la convergence. Un rejet des syndicats institutionnels de salariés dont la plupart se sentent étrangers, de par leur situation professionnelle, artisans, précaires, personnels de service, mais pas des syndiqués qui, pour beaucoup, occupent aussi les ronds-points. La révolte repose sur le vécu et pas sur une analyse de classe. Alors la reprise de cette couleur n'est pas neutre. En tant qu'exclus, ils partagent aussi cette couleur impopulaire pour mieux casser des codes. Voir à ce sujet le joli film de Gilles Perret et de François Ruffin, Je veux du soleil. Les Gilets jaunes avant 2018. En 2014, un article du Parisien se demandait ainsi « Qui sont les Gilets jaunes ?» À l'époque, il s'agissait de parents révoltés contre la réforme des rythmes scolaires menée par le ministre de l'Éducation Vincent Peillon. La même année, une manifestation de travailleurs frontaliers à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, avait également choisi ce vêtement commun. Des photos de cette marche ont d'ailleurs ressurgi récemment après la manifestation du 17 novembre 2018 pour illustrer de très grandes mobilisations. Mais l'AFP les avait finalement bien identifiées comme plus anciennes. Pour le mouvement, version 2018, c'est un utilisateur de Facebook, Ghislain Coutard, qui a lancé l'idée sur une vidéo publiée dans le réseau social le 24 octobre et repérée par Slate en prévision des premières manifestations du 17 novembre. On a tous un gilet dans nos bagnoles, foutez-le en évidence sur le tableau de bord toute la semaine, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement et qui est chaud, expliquait-il. Plus de 5 millions de vues plus tard, le gilet jaune passe du pare-brise aux épaules des manifestants. Il devient ainsi rapidement le vêtement officiel des sympathisants du mouvement à qui il donnera finalement son nom. Ce symbole de lutte, avec des oubliés devenus bien visibles, a même démarré son exportation dans différents pays. En écho au mouvement français, des manifestants ont choisi de le revêtir en Belgique, aux Pays-Bas, en Bulgarie, en Serbie. À Londres, des pro-Brexit l'ont également adopté. Encore plus loin, l'Égypte a même interdit la vente de gilets jaunes jusqu'à fin janvier, craignant une contagion de la contestation. Même en Irak, à Bassora, un mouvement des gilets jaunes est également apparu. Mais comme le souligne le Courrier international, la presse locale s'est un peu emmêlé les pinceaux en évoquant une reproduction du phénomène français. Faux, répond un militant, nous sommes les premiers à en avoir abordé dès 2015, quand nous voulions signifier que nous étions des éboueurs venus pour enlever les détritus politiques.
De 2018 à 2019, en Europe et dans le reste du monde, de nombreux manifestants ont repris cette symbolique. Le mouvement des Gilets jaunes a été moteur et la couleur jaune n'en est que plus brillante, quittant ainsi peut-être son purgatoire. C'était une chronique ouvrière. Jaune, une couleur, un symbole, une histoire, des histoires au pluriel. Avec Caroline, Anne-Françoise Et Jean-Pierre. Un petit mot de conclusion, Anne-Françoise. Le dernier jaune en date qui s'est illustré chez nous, c'est bien la FNAC qui, avec son retrait du jeu Antifa. Peut-être qu'on en reparlera une prochaine fois. Oui, et puis si vous vous sentez pressé comme des citrons, vous pouvez toujours rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Et puis nous écoutons tous ensemble François Béranger qui chante Mamadou Madi. Mamadou Madi, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou Madi, on a pressé le citron pour jeter la peau. Les citrons c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute-Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti, Cameroun et tutti quanti. Les colons sont partis avec que des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux 4 veines, on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris.